D'anthologie. La rencontre, la voix Abdel Fadel. Luc, on a appris hier le décès de Henry Kissinger, une légende des relations internationales, une légende d'un point de vue diplomatique. Son décès, il y a certains qui s'en réjouissent, comme les Rolling Stones, et il y en a d'autres qui disent qu'on vient de perdre une légende. Toi, tu te situes où? Moi, je me situe du côté de la légende, cela va de soi. Que le Rolling Stone écrit ce qu'il écrit ce matin, à savoir, c'est quoi encore la phrase, là? Qu'il s'est finalement... Celui qui est un criminel de guerre qui est finalement décédé. Ouais. Rolling Stones fut, dans les années 70, l'ennemi numéro 1 de Henry Kissinger. Ça en était devenu une obsession véritable. Henry Kissinger est le diplomate du 20e siècle qui se rapproche le plus du moule du cardinal Richelieu à l'époque du 17e siècle et du prince Metternich à l'époque du 19e siècle, les Talleyrand. Il est dans cette foulée. C'est d'abord un immigrant juif allemand. Sa famille a émigré aux États-Unis en 1938 quand les mesures antisémitiques entraient en place. Tranquillement. Il s'est joint à l'armée américaine. Il a travaillé dans les services d'espionnage, mais vraiment, c'était assez junior, là. C'était pas très important. Mais après la guerre, il a bénéficié de la politique lancée par les États-Unis. Quand ils ramenaient leurs soldats, il leur offrait d'étudier à l'université pour voir s'ils pouvaient aller plus loin. Kissinger est rentré à Harvard et il est clairement devenu l'étudiant le plus brillant de cette cohorte, pour ensuite devenir un professeur à Harvard, toujours dans cet univers des relations internationales, de l'équilibre des puissances, à la recherche de la paix par l'équilibre des puissances. Fin des années 50, début des années 60, la célèbre famille Rockefeller, qui était devenue, ça restait une des grandes familles de l'establishment américain, trouvait Kissinger tellement intéressant qu'il l'invitait pour des causeries dans leur villa et tout. Et par ce chemin-là, il a commencé à rentrer dans le monde politique. Et forcément, avec les Rockefeller, il rentrait du côté des républicains. Le professeur, comme on l'appelait Kissinger, a été nommé conseiller à la sécurité nationale du président Nixon en 68-69. À l'époque, un conseiller à la sécurité nationale, c'est quelqu'un dont on n'entendait pas parler. Quelqu'un qui était dans l'ombre. Qui était complètement dans l'ombre. Lui, non seulement a-t-il pris le devant de la scène, avec des politiques extraordinairement audacieuses. Par exemple, c'était en pleine guerre du Vietnam, il fallait y mettre fin. C'était aussi en pleine guerre froide. Il fallait trouver des méthodes ou des façons de, en quelque sorte, faire baisser le niveau de tension qui était une menace permanente sur la tête de tous. Alors, ces politiques de détente étaient équilibrées par également l'idée que, conformément à la doctrine Monroe, on pourrait en parler longuement de la doctrine Monroe, du nom d'un ancien président américain, il n'était pas question qu'un deuxième régime communiste, après Cuba, s'installe au pouvoir au Chili. Alors, Allende... on lui reproche souvent d'avoir contribué au coup d'État. Ah non, mais c'est même pas un reproche, c'est un fait. Il a contribué au coup d'État. Écoute, la réalité du Chili, qui est une réalité que je connais bien, que je pourrais t'expliquer un jour, mais c'est que Allende a été élu avec 32% du vote. Puis il a formé une coalition, puis il a fini par former le gouvernement. Mais le problème, c'est qu'avec 32% du vote, il a commencé à nationaliser les banques, nationaliser les mines, une politique marxiste à vitesse grand V. Et là, évidemment, Moscou aidait à alimenter cette... Il y avait un alignement, là, sur... Il y avait un alignement, effectivement. Et Kissinger était certainement celui qui a dit à la CIA « On ne peut pas tolérer ce régime-là en plein milieu d'Amérique du Sud. » Et encore une fois, s'il y en a qui nous écoutent et qui disent « Oui, mais la voix tourne les coins ronds », mais c'est parce qu'on n'a pas 3 heures pour parler. On peut en parler longuement du Chili, si on veut, mais c'est aussi celui, Kissinger,
qui a amené le monde vers surtout les États-Unis, là, vers l'acceptation du fait que la paix ne repose pas sur des grands principes moraux. La paix repose sur un équilibre des forces qui, lorsqu'il est en place, cet équilibre assure la paix. Alors, on est très loin. Tu vois, le gouvernement qui a succédé à Gerald Ford, parce qu'il a servi Nixon et Ford, c'est Jimmy Carter, avec un conseiller à la sécurité nationale qui s'appelait Zbigniew Brzezinski, qui était également un homme remarquable, mais qui, lui, était dans l'autre école de pensée. Kissinger était de l'école de pensée, il l'a très bien décrit dans un chef-d'œuvre de la littérature de ce type, son livre Diplomatie, qui est un des 20 livres, même 25 livres qu'il a publié. Il appelait ça l'approche wilsonienne. Wilson, c'était Woodrow Wilson, c'est celui qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, a exigé un coup de poing sur la table que pour qu'il y ait un traité de paix, il devait y avoir une Société des Nations. Elle a été créée, mais les États-Unis n'en ont pas fait partie parce que le Sénat n'a pas voulu approuver. Et Carter s'est mis, sous cette impulsion wilsonienne, des années plus tard, à ajouter dans le mix, si vous me permettez l'expression, des données qui relevaient des valeurs morales. Je ne participerai plus au financement de tel projet dans tel pays, en Afrique ou en Asie, parce que vous ne respectez pas les droits de la personne. Kissinger, pour lui, c'était comme... Mais voyons, la question n'est pas de savoir est-ce que ça sert les intérêts de la paix que d'aller de l'avant avec ce projet-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Puis on sait que Kissinger a joué un rôle assez important dans la victoire d'Israël, dans l'appui... En fait, en 73. En 73, là, avec Israël. Ouais, mais écoute, je me souviens très bien, excuse-moi de t'interrompre, mais pas au début des années 2000, il était venu prendre la parole à une synagogue dans Hampstead. C'était un de mes amis de la communauté juive qui m'y avait invité. C'était essentiellement, c'était très grande synagogue. Et c'était plein, à pleine capacité. Et il y avait peu de gens qui n'étaient pas de la communauté juive. Mm-hmm. Ça n'avait pas été publicisé vraiment en dehors de la communauté juive. Mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Et là, la question lui a été posée. Ah. Mais les Juifs n'ont pas la perception que tu as. Les Juifs sont d'avis que Kissinger a fini par étouffer Israël dans le coin pour les faire arrêter de se battre. Parce que s'est-il passé en 1973? 73, c'est parce que les dates commencent en 1973. C'est le jour du Yom Kippour, une des plus hautes fêtes de la religion juive. La Syrie, la Jordanie et l'Égypte ont attaqué. Les Israéliens ont été pris, excusez l'expression, les culottes à terre. Ils n'étaient pas du tout prêts à ça. Et les 3 pays arabes ont progressé à une vitesse fulgurante, au point où on a vraiment craint qu'Israël était en train de se faire battre par les armées arabes. Et Kissinger s'est engagé dans une diplomatie qui avait pour but de mettre fin à la guerre. On a déjà discuté ça, toi et moi, à savoir que qu'est-ce que la paix? Ouais. Est-ce que la paix, c'est quand tous les problèmes ont été réglés une fois pour toutes? Ou est-ce que la paix, c'est quand on cesse de se tirer sur la gueule avec des armes à feu? Kissinger a voulu agir en 1973 pour que la guerre arrête. Pas pour qu'Israël ait raison, pas pour que les Arabes aient tort, pour que la guerre arrête. Et la communauté juive mondiale, il en a toujours voulu, parce qu'un des gestes qu'il a posé à un moment donné, c'est que les Américains, pour soutenir Israël dans cette guerre, envoyaient de l'armement, mais c'était incroyable. Il a arrêté l'envoi d'armement pour affaiblir un peu Israël, pour qu'Israël ne se venge pas comme ils sont en train de le faire à l'heure actuelle. En fait, lui, ils ont soutenu, lui, il a été de la politique où on soutenait Israël pour que le rapport de force devant ses ennemis soit équilibré. Et maintenant que c'est équilibré, puis que je peux te détruire autant que tu peux me détruire, on va arrêter. Donc, il a forcé Golda Meir à voter un cessez-le-feu, à prendre un cessez-le-feu. Bien sûr, il a tordu les bras. On avait appelé ça la diplomatie des petits pas. C'est aussi l'architecte de ce qu'on a appelé la détente. La détente, c'est... On situe généralement le début de la guerre froide, c'est-à-dire l'extrême hostilité entre le bloc soviétique puis le bloc occidental, vers 47-48, quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on était à un point
où les gens se construisaient des abris antinucléaires ici en Amérique et tout. Lui, quand il est arrivé, il y avait une première priorité, régler la guerre au Vietnam. Deuxième priorité, qui était la sienne, c'était de mettre en œuvre ce qu'il a appelé sa politique de détente. Ouais. On va continuer à être hostile, on va continuer de se détester sur un paquet de choses, mais là où on peut collaborer pour l'humanité, on va le faire. Et c'est là que les capsules Soyouz se sont retrouvées arrimées avec des capsules Apollo dans l'espace. C'est là qu'on a vu des échanges culturels à très haut niveau. Et franchement, c'est là qu'on a vu le début de la fin de la guerre froide. Mais il a aussi eu le prix Nobel de la paix, mais chose qui est intéressante, c'est qu'au moment où il a eu, 2 membres du comité de Nobel ont démissionné pour Oui, tout à contester fait. ça. Mais plus que ça, Kissinger a refusé d'aller chercher le prix et le Ducteau, parce que c'était un prix qui était remis à 2, le Ducteau était le négociateur vietnamien, l'a reçu et l'a refusé. Alors, on est dans une atmosphère, dans les années 70, effervescente, de gauche, de droite, de tout ce que tu veux, que les forces s'affrontent. Et Kissinger a choisi la réelle politique. L'expression est d'ailleurs de lui, elle est allemande, mais ça veut dire, où Bill Clinton l'avait dit dans une phrase que je vais citer en anglais, parce que je m'en souviens en anglais, « You should always deal with facts as they are, not as they should be. » Tu devrais toujours gérer les faits comme ils se présentent, pas comme tu souhaiterais qu'ils se présentent. Et Kissinger était essentiellement un porte-voix, plus que ça, un praticien de la réelle politique. Après la fin de sa carrière politique, il est devenu un consultant et un grand académique. Il a fait des millions et des millions et des millions de dollars. Les pays du monde entier se l'arrachaient parce que sa capacité d'analyse à l'échelle du globe est quelque chose que j'ai jamais vu de la part de quiconque d'autre. Il n'est pas sans péché, hein. Je pourrais être très, très critique de Kissinger, mais sur le plan intellectuel, sur le plan géopolitique, sur le plan historique, c'est le diplomate qui a le plus marqué l'histoire du 20e siècle. Luc Lavoie, toujours un plaisir. Merci.